Hollywood a ruiné le cinéma. Oui, il l'a ruiné. Pourquoi est-ce que je dis ça? Votre film préféré a sûrement été pensé, produit et vendu par Hollywood. Que ce soit Avatar, Avengers ou encore Interstellar, tous ces films sont aujourd'hui reconnus comme des classiques et sont souvent cités comme les films préférés du grand public. Mais un ovni du cinéma se positionne à la première place du classement. Alors comment ce film arrive à la première place sans effets spéciaux ni célébrité, et pourquoi on n'arrivera jamais à faire mieux? Et oui, c'est étonnant. MGM, Paramount, Warner Bros. Vont dominer le marché du 7e art et créer le monopole est brisé, Hollywood perd son contrôle. Est-ce que vous savez quel film a été élu le meilleur film de tous les temps? C'est Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles. Et ce film date de 1975. Le meilleur film de tous les temps à 50 ans. Encore plus intéressant, le top 3 a plus de 80 ans. Pour vous donner une idée, j'ai regardé quel film après 2010 était le meilleur au classement. Vous savez quoi? Il est 30e. Avec toutes les avancées technologiques, l'IA, la 3D, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'atteindre au moins le top 10? Et qu'est-ce que ces films ont pour être classés aussi haut après tout ce temps? Pour répondre à tout ça, on va devoir remonter dans le temps, dans l'histoire du cinéma. Alors accrochez-vous et bienvenue dans Chronique Matman. Alors je vous rassure, je vais pas vous faire l'entièreté de l'histoire du cinéma, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais il y a des éléments clés qui sont super importants. Notre histoire débute par un cheval. Et oui, c'est étonnant. Enfin plutôt le mouvement d'un cheval. En 1870, un riche propriétaire de chevaux parie 25 000 $, soit l'équivalent aujourd'hui de plus de 600 000 €, que le cheval reste momentanément en l'air sans qu'aucun de ses sabots ne touche le sol. Il engage alors Edward Muybridge, un photographe qui a pour idée d'aligner 24 appareils photo le long de la course du cheval. Le résultat fut une succession de photos, 24, qui démontrent bien que le cheval décolle bien les 4 sabots, mais aussi qui donne naissance à la chronophotographie, donc chronotemps, photographie, la photo. Pour l'instant, on n'a toujours pas de caméra, ni même de cinéma. Et c'est là où un célèbre inventeur intervient, Thomas Edison, qui va reprendre l'idée et inventer la kinéphotographie. C'est un genre de boîte avec une pellicule souple qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de la caméra. Bon, on a la caméra, mais on n'a pas le cinéma. Les frères Lumière, que vous connaissez sûrement très bien, viennent dans le game. Ils ont une idée simple mais révolutionnaire si on projetait ça sur un grand écran. C'est en 1895 que ces deux frères inventent la cinématographie, le cinéma. Ils exposent alors leur invention le 28 décembre de cette même année au Grand Café à Paris. Je pense que l'arrivée du cinéma fallait être là. Vous imaginez? Après avoir payé pour une expérience jamais vue, vous entrez dans une salle sombre, les portes se ferment, vous êtes plongé dans le noir et là, l'écran s'allume. Et c'est parti, le cinéma était né. Mais ce qui était à la base un petit spectacle français va devenir en quelque temps un business mondial très juteux. Si les frères Lumière ont inventé le cinéma, ils n'auront pas cru au potentiel. Pour l'anecdote, c'est le petit-fils de Louis Lumière qui avouera que son grand-père pensait qu'il n'y avait qu'un intérêt limité si ce n'est une curiosité scientifique ou du divertissement de foi. Mais ce n'a pas été la vision de Georges Méliès, un magicien illusionniste, qui n'a pas vu un outil de divertissement, mais une machine à créer des rêves. Il décide de se procurer un injecteur pour essence, il s'immole, il fout le feu, il brûle tout. Méliès alors se procure un inspecteur. Mais frère! Il décide alors de racheter l'invention, sauf que les deux frères refusent. Aucun souci, Méliès se procurera un projecteur qui en fera une caméra, et grâce à ça, il inventera les premiers effets spéciaux, et inventera son film, qui est aujourd'hui connu pour cette image, Le Voyage de la Lune, en 1902. Mais Georges Méliès n'est pas le seul sur le marché. Si Georges Méliès est l'artiste, l'artisan, il y aura d'autres studios qui, eux, seront les industriels. Entre 1900 et 1930, les premiers studios voient le jour. Et c'est la France qui mène la course, et non pas la course qui mène la France. Ça n'a aucun sens. Tu n'écoutes pas. On voit alors apparaître Pathé, Gaumont qui seront les premiers industriels de masse. Mais cette domination française ne va pas durer, car les États-Unis ne voient pas ça comme un art à protéger, ils voient ça comme une opportunité commerciale, en plus il y a la guerre en Europe. C'est excellent cette histoire. Une poignée d'hommes d'affaires décide alors de migrer vers la Californie. Pourquoi? Parce qu'il y a le monopole d'Edison, certaines lois aussi syndicales, pour créer leur propre studio, c'est plus avantageux. Ces derniers vont s'entraider, ils vont même se développer, et c'est l'union de ces studios qui vont donner un petit quartier du nom de Hollywood. MGM, Paramount, Warner Bros, Fox et RKO. Si ces noms ne vous disent pas grand chose, vous avez sûrement grandi avec eux. Parce que ça,
c'est le logo de la MGM. RKO a produit le film le plus souvent cité comme chef-d'œuvre, Citizen Kane. La Fox nous a donné des classiques intemporels avec ses stars comme Marilyn Monroe. Warner Bros a produit des films et des sagas cultes comme Harry Potter et Game of Thrones. May I ask why? It is a big and beautiful world. Et pour la Paramount, on a eu le droit à Mission Impossible, Le Parrain et j'en passe. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Ces derniers vont dominer le marché du 7e art et créer l'âge d'or d'Hollywood. Après 1930, le monde du cinéma n'est plus une prise de risque artistique, il est un circuit fermé pour garantir le retour sur investissement et on en oublie l'audace. Pour garantir les profits, les Big Five vont transformer le cinéma en usine à faire des films. Ils vont donc codifier les genres comme le western ou les comédies musicales pour standardiser la chose. Donc résultat, le cinéma il est standardisé avec des leçons un peu moralisateurs et l'audace et l'ambiguïté c'est banni. Et Hollywood va aller encore plus loin avec le Star System. Les acteurs sont la propriété du studio, avec des contrats exclusifs et sur du long terme. Ils sont fabriqués de toutes pièces pour le public, allant contrôler leur image, leur rôle, jusqu'à leur alimentation. Car le public vient voir la star et non pas forcément le film. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période, les 5 géants détenaient l'entièreté du marché du cinéma, allant de la caméra jusqu'aux salles du cinéma. Tout était pensé pour que l'argent rentre mais ne sorte pas. Ils protégeaient tout, même la vérité. Mais tout ça, ça ne va pas durer. En 1848, l'une des plus grandes histoires du cinéma va rendre son verdict. La Cour suprême des États-Unis va rendre le monopole du cinéma illégal. Ces géants sont donc contraints de vendre leurs salles de cinéma. Pour la première fois depuis le cinéma parlant, les salles de cinéma sont libres de choisir quel film ils vont projeter. Hollywood vient de perdre 2 choses, sa source de revenus garantie et son contrôle total du marché. Et sans compter l'arrivée de la télévision, qui va devenir le média le plus important. Le monde change, et avec lui le monde cinématographique. Et c'est exactement ce chaos qui va donner l'opportunité au cinéma de se réinventer. Les temps évoluent, le monopole est brisé, Hollywood perd son contrôle et doit affronter la télévision à la maison. Les studios vont réagir en proposant de l'ultra-spectacle, un genre de format XXL, puisque la télé est souvent petite, avec du noir et blanc et un son médiocre. Mais cette crise pour certains est une chance unique, puisque ce rejet un petit peu de se standardiser va créer tout simplement le cinéma d'auteur. Si Hollywood décide de miser sur l'ultra grand, l'Europe va s'y refuser et proposer à des cinéastes de faire des choses un peu plus expérimentales. L'Europe ne veut plus de la formule hollywoodienne, parce qu'ils sortent de la guerre, ils veulent des choses plus réelles, plus terre à terre, parler de la rue, du chaos, mais surtout, ils veulent casser les codes. Prenons un exemple, imaginons que je décide de casser les codes comme ça. C'est exactement ce qu'ils ont proposé au cinéma. Voilà. Ce changement, normalement, si je me suis pas foiré, ça vous a provoqué quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'émotion. C'est que ces changements, en fait, sont pas des erreurs, ce sont des nouvelles façons de faire du cinéma. C'est donc dans cette liberté absolue que notre film va naître. Parce que oui, je vous rappelle qu'on parle d'un film. Bon, le terrain est prêt, le cinéma d'auteur existe, mais alors pourquoi un film de 1975, sans effets spéciaux ni stars, devient le film de l'histoire? Le film suit le quotidien de Jeanne Delman, une femme au foyer qui fait le ménage, les courses, la cuisine, etc. Et ce film dure 3h20. Sans effets spéciaux ni musique, les gestes sont quotidiens, donc répétitifs, et il a tout pour être ennuyeux. Et c'est là où on se trompe. On savait déjà faire des bons films en 1975, mais Ackerman n'a pas cherché à faire un bon film, elle a cherché à casser et reconstruire. Parce que quand Hollywood nous dit d'avancer et de créer du suspense, Ackerman nous disait de ralentir. Pourquoi? Parce qu'en fait toutes ces répétitions filmées avec une rigueur extrême, cette musique absente que les grands studios nous ont habitués, cette ambiance due à la routine trop présente, c'est une pression psychologique, c'est des émotions tout ça. Parce que quand Hollywood nous demande de ne pas froisser, Ackerman décide de mettre une femme en personnage principal, ce qui en fait une œuvre féministe pour l'époque. Parce que ce film aborde la violence de la solitude et l'aliénation domestique. Il traite de vrais sujets. Ce film arrive à faire tout cela sans un seul effet spécial, mais avec un cadrage statique et frontal. Ce film est juste la preuve qu'on peut faire un excellent film et une œuvre puissante sans effets spéciaux ou un énorme budget. Pourquoi est-ce qu'on est 30e? Parce que le monopole des Big Five, il a été remplacé par autre chose, par le monopole des idées faciles. On préfère prendre une franchise qui a marché, l'étendre au maximum plutôt que trouver une nouvelle technique, une nouvelle façon. Ces films intemporels qui ont plus de 80 ans, c'est qu'ils ont réussi à changer les codes, à parler de sujets qui sont risqués, à prendre des risques et à se réinventer. Et tout ça avec l'art du cinéma. Bon, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Chronique Matman. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me marquer aussi dans les commentaires quel film vous a beaucoup marqué, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Moi je vous conseille d'aller voir ce film et n'oubliez pas, j'aime le cinéma.